Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Angle de vue. Près d'une heure pour dresser le portrait intime et sans concession d'une personnalité que vous pensez connaître. À mes côtés pour mener cet échange, Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI, et Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles. Cette émission est bien sûr à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous accueillons sur ce plateau une femme connue et reconnue pour ses engagements, son courage et sa résilience. Rosette Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour tenter de résumer une vie aux multiples combats, impossible évidemment de ne pas évoquer votre enfance, vos luttes syndicales et votre amour inconditionnel pour le quartier qui vous a vu naître. Mais avant cela, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Bienvenue Rosette Jean-Louis. Merci. Vous êtes une figure du quartier Sainte-Thérèse, ancienne syndicaliste, militante. On vous connaît en tant que présidente du Conseil citoyen du quartier. Rosette, vous êtes née en 1955 à Sainte-Thérèse, vous êtes un pur produit de ce quartier. Vous y êtes née, vous y avez grandi, fait vos classes et vous y vivez toujours. Fille unique, vous avez été élevée par des servantes et votre grand-mère à la ruelle de l'Espoir, maintenant ruelle du Petit Passage. Votre grand-mère est une femme de caractère qui vous a donné une éducation très stricte, ce qui ne vous empêche pas d'être une petite fille au caractère bien trempé, insolente, sauf avec vos cousines que vous craigniez. Vous avez une enfance heureuse dont vous gardez de très nombreux souvenirs. Marnie, qui dormait dans une maison derrière celle de votre grand-mère, la grève de 65 où des gardes mobiles quadrillaient Sainte-Thérèse, Durandal, le bâton qu'utilisait votre directeur au collège. Vous vouliez devenir avocate, mais vous tombez enceinte, vous avez 17 ans. Pour votre famille, c'est un déshonneur. On vous cache à Gondo jusqu'à votre accouchement, mais vous n'avez pas honte, vous assumez ce bébé. Vous perdiez votre grand-mère durant votre grossesse, c'est un drame pour vous. Votre mère va décider de vous expédier en France pour travailler en tant qu'employé de maison chez un couple de Corses à Taverny dans le Val d'Oise. Votre fils a alors 2 mois. Vous ne connaissez personne, votre bébé vous manque, votre patron est raciste. Vous n'avez d'autre choix que de vous forger un mental d'acier pour faire face et tenir. Vous revenez à Sainte-Thérèse après 1 an et demi, vous êtes une étrangère pour votre fils. Vous devez travailler. Alors, vous repartez en France en 1974. Vous travaillez au chèque postaux de Marseille, dans une maison de retraite où vous êtes là aussi victime de racisme. Vous rentrez en Martinique en 1975. Vous retombez enceinte. Vous accouchez d'une petite fille. Vous vous fichez du camp d'Iraton. Pour votre famille, c'est autre chose. Pas question de rester à la maison à ne rien faire. Ou ni déiche, faut qu'on travaille. Vous en aurez un 3e en 1985. Vous faites une formation au Centre FPA de Trinité où, avec l'une de vos amies, Jocelyne Féliot, vous entamez un mouvement de grève pour réclamer un meilleur petit déjeuner et vous obtenez gain de cause. Vous n'êtes pas avocate, mais déjà là, vous savez que vous allez lutter contre les injustices. Vous entrez à la caisse des écoles de la ville de Fort-de-France en tant qu'agent de cantine. Vous avez travaillé dans plusieurs écoles, Félix Éboué, Bellevue, Sainte-Thérèse, bien sûr, Châteauboeuf. Vous participez en 1989 à une réunion syndicale de la CDMT menée à l'époque par Félix Catherine. Là, vous prenez la parole pour décrire vos conditions de travail. Il voit en vous la syndicaliste qui portera les doléances des agents en mairie. Vous êtes face au docteur Pierre Aliquer, le bras droit d'Aimé Césaire, Césaire que vous admirez et respectez, ce qui ne vous empêche pas de mener de grandes luttes pour les agents de la ville en tant que secrétaire de la CDMT, mairie de Fort-de-France. Le combat de la crèche Chaudoudou, où la directrice de la structure avait enfermé un agent dans un placard, les titularisations des agents en 1995 et plein d'autres. Vous êtes la seule femme syndicaliste à l'époque et les hommes ne vous font pas de cadeaux, mais vous êtes une femme de caractère et puis vous êtes formée au syndicalisme. Vous connaissez vos dossiers, maîtrisez les communiqués de presse, les interviews et vous êtes même une spécialiste des champs de grève. Vous militez aussi aux côtés de la Sopamar. Vous prenez votre retraite en 2001 lorsque Césaire donne les clés de la ville à Serge Letchimy. Alors, vous entrez en politique. Vous prenez votre carte au Parti progressiste martiniquais parce que pour vous, syndicalisme et politique ne sont pas compatibles. Vous devenez présidente du Conseil citoyen du quartier Sainte-Thérèse en 2018. Vous êtes la voix des riverains de ce quartier populaire auprès des instances. Vous ne mâchez pas vos mots et cela peut déranger. Mais votre quartier, vous l'avez dans le sang, et ça, on ne peut pas vous le retirer. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous avez été marqué par Marnie, qui dormait dans une maison non loin de la maison de votre grand-mère, que vous passiez voir Aimé Césaire chaque jour lorsque vous travailliez à la mairie de Fort-de-France,
et que vous faites du théâtre. Rosette, est-ce que ce portrait est fidèle à votre personne? Tout à fait. Je chante également. D'accord. On a une petite photo, justement, concernant l'une de vos activités favorites. Alors, Mélinda l'a dit, le théâtre. Est-ce que vous pouvez décrire les personnes qui sont sur cette photo? Alors là, c'est la première à Saint-Pierre pour la 1902. C'est la pièce. Alors là, je ne jouais pas, mais je suis allée encourager les comédiens avec lesquels je joue sur la pièce présente Que demande le peuple. Et voilà, c'est Olivier Jean-Marie, Michel Yulinda et la vice-présidente du Conseil citoyen qui était avec moi ce jour-là. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de vous mettre en scène? Ben, écoutez, c'est un moyen d'expression, d'accord? Et c'est une façon aussi de partager avec le public qui nous regarde. Et puis, ça contribue à l'épanouissement, à mon épanouissement. On va revenir sur votre maternité, Rosette. Vous avez 3 enfants, dont 2 que vous avez eus très jeunes. Cela a été très mal perçu à l'époque. Comment avez-vous vécu ces grossesses? Ben, écoutez, ça a été très difficile parce que lorsqu'on est quand même, on a 17 ans, on a 19 ans, c'est pas la même mentalité que maintenant. On était victime de rejet par la famille, par certaines personnes de la société. Surtout lorsqu'on a vécu avec des servantes, ben, les gens vous voient comme la petite bourgeoise, la gâtée, qui n'est pas comme tout le monde. Donc il faut vraiment avoir du courage et puis il faut un petit peu se dire à chacun sa vie, quoi. Chacun sa vie, chacun son chemin. Et on ne se préoccupe pas trop, mais en même temps, à certains moments, ça fait mal. Nous sommes à l'époque du Bumidum, quand votre mère, qui vit très mal ce déshonneur, décide de vous expédier là-bas. À seulement 17 ans, comment se passe votre arrivée en France? Très difficile, parce que je venais de perdre ma grand-mère, avec laquelle j'ai vécu. Quoi. Toute petite, c'est elle qui m'a élevée. Ça a été dur, parce qu'il y a eu le décès, et il y a cette coupure aussi. À cette époque, quand on avait un enfant à 16-17 ans, il y a une expression de chez nous qui dit qu'on a cassé les bras de la Sainte Vierge. Et on est le déshonneur de la famille. Donc on vous expédie, on garde l'enfant, on vous expédie, mais la condition aussi, tu parles travailler, mais il faut que tu envoies de l'argent parce qu'on ne va pas soigner ton enfant pour toi. Est-ce que vous en avez voulu à votre mère de vous avoir fait partir? À cette époque, non, parce qu'en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et à cette époque, on est un peu docile, on ne se rebelle pas. Donc, on vous impose, vous y allez, et puis sur place, vous découvrez, en fait, vous êtes dans la vraie vie, quoi. Et vous vous dites, ou je crève, ou je deviens délinquante, ou je me rappelle des valeurs que m'a inculquées ma grand-mère, et je n'ai pas le droit, en fait, de salir sa mémoire. Parce qu'entre-temps, elle est morte, j'étais enceinte de 7 mois. Et on se dit, eh bien, on y va. On affronte la vie. Et je ne regrette pas parce que ça m'a forgé quand même cette carapace que l'on me connaît et qui me permet d'affronter des situations assez difficiles, en fait. Comment ça se passe justement quand vous arrivez chez ce couple, hein, chez ces nouveaux employeurs? À quoi ressemble votre quotidien? Alors, j'arrive, je descends de l'aéroport, je vois un couple de métropolitains que je ne connais pas. Le mari est corse, la femme est espagnole. Ils sont tous les deux directeurs des assurances La Fortune à Taverny. Et avec 2 enfants. Et la première réaction d'un des enfants, je me rappelle, il s'appelle Christian, et la sœur s'appelait Florence. Ah, maintenant qu'on a une bonne, les choses vont superbement se passer. Et la maman qui répond, ce n'est pas une bonne, c'est une employée de maison. Donc on m'emmène déjeuner. Et j'arrive chez eux, un peu perdue, parce que la première chose, hein, on vous donne déjà vos tâches. Vous avez de grandes bibliothèques, il faut nettoyer. Dès demain, il faudra nettoyer, il faudra ranger, il faudra classer.
Il faudra emmener les enfants à l'école. Avant, il va falloir promener le chat. Oui, il faut promener le chat, emmener les enfants à l'école, mais avant, il faut repasser, parce que chaque jour, on fait des machines, il faut repasser, et ensuite faire le souper. Et en fait, je n'avais pas le droit non plus, c'est vrai, en tant que servante, vous n'avez pas le droit d'être parmi les patrons dans le salon, ni dans la salle à manger. Alors, j'avais une petite chambre dans un garage. Et c'était vraiment une petite chambre, sans télé, sans rien du tout. Et je devais, quand les patrons partaient, me baigner. On me permettait juste de me baigner parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et tout ça pour la modique somme de quelques centaines de francs? Alors, à cette époque, c'était 1000 francs. 1000 francs. Et pourtant, c'était beaucoup. Parce qu'il fallait, quand on travaille, il fallait envoyer de l'argent. J'étais nourrie, logée. Et quand je percevais la paye, j'envoyais pour soigner mon fils. Oui. Il y a tout un travail qui a été mené récemment sur le Bumidum, un travail de mémoire, rétablir quelques vérités sur cette partie de notre histoire et cette désillusion finalement qu'ont vécu beaucoup de Martiniquais envoyés là-bas pour travailler et qui finalement se retrouvaient dans certaines situations extrêmement difficiles, parfois même de la prostitution. Oui. Est-ce que vous, alors pas directement pour la prostitution peut-être, mais est-ce que vous êtes retrouvés dans ces témoignages parfois extrêmement douloureux de vécus très, très difficiles dans l'Hexagone? Ah oui, quand je suis arrivée, on m'a très bien fait comprendre que je suis une négresse. Et pour me rappeler d'une expression de mon patron, c'est pas la peine de vous mettre des bigoudis sur la tête parce que vous êtes une négresse. Et ici, aux Antilles, on ne savait pas ce que vivaient les personnes là-bas. Je ne peux pas vous dire parce que, bon, déjà, on est traumatisé parce qu'on se retrouve dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qui vous accueillent au début, et puis après, on vous fait sentir, on a été gentil pendant une semaine, bon, mais là, maintenant, vous vous débrouillez, quoi. Et quand vous vivez ça, il y a de la place aussi pour le manque que vous ressentez de votre fils. Comment vous vivez cet exil loin de votre enfant? Ça a été difficile parce que j'étais seule. Je ne connais personne. Et il faut que je survive. Alors, je pense à ma grand-mère qui est décédée. Je me dis, je vais travailler, je vais montrer à ces gens que je vais m'en sortir. Et avec cette rage aussi jeune, hein, on a la rage de vaincre. Et puis, pour moi, je suis quelqu'un de défi, de challenge. Je n'aime pas perdre et je ne veux pas que l'on dise « ouais, elle est partie là-bas, mais bon, elle traîne ». Parce que j'ai eu de très bonnes propositions pour partir en Allemagne. À cette époque, on me proposait 200 francs pour être une prostituée de luxe. Et comme j'avais les valeurs et que j'avais une éducation de ma grand-mère, j'ai décliné ces offres et j'ai préféré faire la servante. Et je le faisais avec cœur. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec vos enfants, Rosette? Très bonne relation. Mes deux enfants, je les aime. Ils me le rendent bien. C'est vrai que j'ai un dernier qui est venu 11 ans après sa sœur, avec lequel je suis fusionnelle. C'est-à-dire que c'est un enfant... Bon, il faut dire aussi qu'il est né à 7 mois. Il est prémat. Donc, on a vécu vraiment des choses intenses. 2 mois sous perfusion à la clinique. Quand il est né, lui également, 2 mois en couveuse. Donc ça crée asthmatique de surcroît. Donc une petite faiblesse, mais mes enfants, je les aime. Franchement, c'est ma vie, quoi. Alors, du Bumidum a aujourd'hui beaucoup d'eau à couler sous les ponts dans votre vie. On reviendra sur des étapes majeures de votre parcours et votre engagement ici en Martinique. Mais ce parcours a fait de vous la Rosette Jean-Louis qui est ici devant nous. Quel genre de femme êtes-vous, Rosette Jean-Louis? Aïe, mon Dieu. Alors, Rosette Jean-Louis est une femme, en amitié, elle n'aime pas qu'on joue avec elle. Elle est franche, elle est vraie. Ce qui me vaut de ne pas être aimée par beaucoup de monde. Je suis une femme joyeuse, j'aime la vie. En amour, vous êtes...
Ben, je suis comme toutes les femmes. Faut pas jouer, faut pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. Il faut qu'on soit franc, cash, respectueux surtout. Et j'insiste, ne pas me prendre pour, comme on dit si bien ici, une boîte de ginger, quoi. Vous vous retrouvez dans les luttes féministes qui sont engagées dans notre société Je suis pas féministe. Je le dis, je suis pas féministe. Pourquoi enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme et pourquoi vous n'adhérez pas? Non, c'est-à-dire que je ne veux pas m'enfermer dans un carcan. C'est-à-dire, moi, je suis une femme, je suis ouverte. Il y a un combat que j'estime juste, j'y vais. Je n'ai pas besoin d'être sous une bannière ou avoir une étiquette pour faire ce qu'une femme doit normalement faire. Moi, je ne me sens pas inférieure à un homme. Je ne suis pas l'égale de l'homme non plus. Ça, je sais que je vais faire bondir quelques personnes. Une femme, pour moi, c'est le complément de l'homme, quoi. Je n'ai pas à vouloir montrer... Une femme, c'est le complément de l'homme. Oui, je n'ai pas à montrer un homme... Ou un homme, c'est le complément de la femme, enfin... Parce que pourquoi, dans ce sens-là? Oui, c'est-à-dire que la femme, elle est à côté d'un homme. Elle est à côté de l'homme pour construire... Mais à côté à égalité, ou il y a une hiérarchie? On a l'impression que vous établissez une hiérarchie. Non, je ne suis pas dans une hiérarchie. Je suis tellement dans le respect que pour moi, ça coule de source, quoi. Quand on est avec un mec, je n'ai pas à montrer que je suis inférieure à lui. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je ne ferai pas. Je ne vais pas conduire un camion parce que, bon, je ne suis pas prédestinée pour. Mais moi, je n'ai rien à prouver. Mais vous, peut-être, vous dites prédestinée, mais qu'une femme conduise un camion, non, je parle de moi. Je dis, bon, moi, ça ne va pas m'intéresser spécialement. Mais tout ce que les femmes font, les travaux, c'est avec fierté que je vois une femme pompier, camionneur, aviateur, voilà, dans des métiers d'hommes. Mais pour cela, je ne vais pas... non, c'est vrai, c'est ma nature. Nous sommes obligés de marquer une première courte pause, Rosette Jean-Louis, mais on revient dans quelques instants et on va aborder vos luttes syndicales ainsi que votre relation avec Aimé Césaire. À tout de suite. De retour dans votre émission Angle de vue avec Rosette Jean-Louis et nous allons aborder vos luttes syndicales. Alors, juste avant, Rosette Jean-Louis, on va rebondir sur la première partie où vous avez dit que vous n'êtes pas féministe. Et pourtant, dans le féminisme, il y a aussi beaucoup cette notion de lutter pour une égalité homme-femme sur le plan des salaires, droit du travail, accès à l'emploi, aussi droit à disposer librement de son corps. Ce ne sont pas des combats qui parlent à la militante que vous êtes? Ah si, ces combats, au-delà de ce que je dis, bon, je ne suis pas féministe, je ne veux pas qu'on me voie avec une étiquette. Tout ce qui est droit de la femme, tout ce qui est salaire, accès aux droits, à la famille, moi, je suis intransigeante dessus, hein. Je n'ai pas besoin d'avoir une étiquette pour vraiment me battre aux côtés, parce que je le fais dans mon quartier. Quand on accompagne les femmes qui sont en précarité ou qui font des démarches pour obtenir ce qui normalement leur est dû, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je suis féminine. Le nom, ça ne me parle pas. Mais le militantisme féminin, bon, ben, j'y adhère à 100%. Vous aimez dire que vous êtes une militante dans l'âme, toujours à défendre une cause, à mener un combat. D'où vous vient cette fibre de l'engagement? Alors, quand on a eu une enfance comme la mienne, où on est tombé dans la vie sans le demander, on se trouve confronté. Et comme je disais, où on se bat, où on se laisse aller, et on parle dans des dérives. Et ça n'a jamais été mon caractère. Parce que j'ai été élevée par une grand-mère qui était une dame quand même de fer, qui nous a beaucoup inculqué des valeurs. Donc, partant de là, je ne pouvais pas dévier. Et puis, bon, je suis née comme ça. Hein. À l'école, j'ai toujours été un petit peu insolente, enfin, plus quand j'ai grandi. Mais je me suis forgée, en fait.
Rosette Jean-Louis, vous avez milité notamment dans les rangs de la CDMT. Quelle est la lutte syndicale la plus mémorable que vous ayez menée? Alors, la plus mémorable, c'est celle devant RFO Martinique, où il y avait une grève parce que la direction refusait de reconnaître le droit syndical. Et là, je faisais mes débuts et je me suis découverte une passion, le chant. Et j'avais fait un chant devant RFO. On était resté quelques jours quand même à gréver. On s'était organisé sur la mer, dans les communes. Et c'était un très beau combat. Et puis, l'autre qui m'a marqué, c'est celui de la Caisse des écoles avec les agents en 91, où on s'était mobilisés. Pour quoi faire? Pour demander un jour de réception des salariés, que les plonges soient adaptées parce qu'on avait tendance à avoir mal au dos, et puis tout court qu'on nous respecte en tant qu'agent de cantine, quoi. Et voilà. Engagé dans le syndicalisme donc à la fin des années 80, voilà, oui. Donc 1989, hein, vous rentrez à la CDMT aux côtés de grandes figures syndicales de l'époque. C'est l'époque où le syndicalisme était vraiment un espace où on se formait, où on apprenait vraiment des méthodes, on travaillait sur le dialogue social. Il y avait une école de formation. D'ailleurs, on se retrouvait au foyer des jeunes travailleurs, on se retrouvait à PLM Batelière, où on était formés, parce qu'il faut connaître les textes, il faut connaître tout ce qui entoure le droit syndical. Il faut aussi respecter l'autre en face. Moi, aujourd'hui, le constat, c'est que tout le monde est syndicaliste. Hein. À partir du moment où on sait vociférer, ou à la limite, on peut envoyer quelques pierres, mais on est syndicaliste. À l'époque, vous avez dû jouer des coudes pour vous imposer en tant que femme dans un milieu qui était encore très masculin. Je n'ai pas eu ce problème-là parce que, bon, ben, on me l'a fait sentir parce qu'il y avait 5 syndicats à la ville. J'étais la seule femme du syndicat CDMT Mérite Fort-de-France. Ouais, j'entendais les commentaires style ah, mais il n'y a pas ni nom, femme là, ou bien Moselle Cabanou Gaz, quoi. Et je me mettais debout du haut de mes 1,58 m. Et j'affirmais mes positions. J'ai gardé de très bons rapports avec mes collègues syndicalistes. Bon, il y en a qui n'y sont plus. Mais je n'ai jamais eu de problème, ni pour m'exprimer, ni pour m'imposer. Ça se fait naturellement. Je n'ai pas à faire beaucoup de choses pour que les gens m'acceptent. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Vous disiez à l'instant que le syndicalisme d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. L'engagement, le militantisme, est-ce que ce sont des valeurs qui se sont perdues, selon vous, dans la société d'aujourd'hui ou qui ont pris d'autres formes, peut-être? Elles se perdent, c'est-à-dire que les vraies valeurs du syndicalisme, c'est-à-dire qu'en face, on a quelqu'un qui a tort. Ce n'est pas parce que la personne est syndiquée avec nous qu'on doit tout accepter et le défendre bec et ongle. Il faut qu'on soit en capacité de dire aux militants, de dire à la personne qui vient se syndiquer, tu as des droits, mais tu as des devoirs. Il y a une charte aussi que l'on met en place où le syndiqué, il a des barrières qu'il ne doit pas franchir. On peut être très bien avec quelqu'un, mais ne pas accepter et avoir le courage de lui dire « Je ne peux pas te défendre, ça m'est arrivé. Je ne peux pas te défendre parce que tu n'écoutes pas et parce que tu ne respectes pas ton travail. Et là, je ne peux pas. » Aujourd'hui, vous estimez que le syndicalisme actuel, c'est davantage un combat anti-patron, qui a plus de nuances? Ah oui, moi, c'est clair et net. Moi, ce que je vois... Ce que je vois, c'est systématiquement, on est dans l'opposition. Il faut discuter. Maintenant, je ne suis pas un ange non plus en matière de syndicalisme. Il m'est arrivé quand même à affirmer ma position, à être ferme, mais de manière si je ne pars pas avec une idée. Aujourd'hui, je vais péter un patron. Je dis non parce qu'on est des partenaires sociaux. Et ça, il faut faire la différence. Maintenant, on ne va pas se laisser faire parce qu'un patron, il se dit « Ouais, mais ces gens-là, ils ne sont rien, je vais les... » Non, à ce moment-là, la casquette, là, elle devient sérieuse dans la tête.
mais tout est dans le dialogue. Et le dialogue social, pour moi, c'est primordial. Et là, je n'en vois pas beaucoup. Vous avez quitté les rangs de la CDMT quelques années plus tard. Vous y êtes resté une dizaine d'années environ. Oui, je suis partie en 2001 avec le plan d'incitation à la retraite. Donc, ce qui fait que, bon, je me suis dit, bon, le militantisme, c'est plus comme avant, je ferai autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous faites autre chose. Vous êtes au Conseil citoyen de votre quartier Sainte-Thérèse. Pour vous, c'est une instance qui a vraiment une utilité parce qu'on vous entend souvent dire mais tout ça, ça sert finalement à rien. On négocie des choses en Conseil citoyen et elles ne sont pas mises en œuvre. Ben, écoutez, un conseil citoyen, déjà, il est élu par un collège d'habitants et un collège associatif. Le conseil citoyen, il ne dépend pas d'élus. Ça, c'est clair, c'est net, et nous l'affirmons. Nous sommes en co-construction, mais nous ne dépendons de personne, sauf, il faut rappeler aussi que c'est un dispositif de l'État de 2014. Nous sommes accompagnés par l'État. Nous avons une déléguée du préfet. C'est une activité bénévole? Oui, tout à fait. Et nous travaillons avec la sous-préfète aussi à la cohésion. Donc nous, on est vraiment dans le droit fil de ce que c'est que la citoyenneté. Donc aujourd'hui, aucun élu ne viendra me dire ce que je dois faire. Et dans ces rangs, au Conseil citoyen ou ailleurs, est-ce que vous préparez, vous qui êtes une grande militante, est-ce que vous préparez la relève? Est-ce que cette relève, elle existe déjà? La relève est difficile à construire parce que, vous savez, quand vous avez un franc-parler, les gens vous disent « ouais, mais si je viens là », et puis c'est du travail, c'est de l'acharnement. Je peux vous dire que des fois, je me dis « mais qu'est-ce que je suis venue faire là ?» J'ai ma famille, j'aurais pu prendre mon pied, partir. Ça ne m'empêche pas de voyager, mais aujourd'hui, c'est un sacerdoce, quoi. Il faut vraiment aimer son quartier, aimer ce qu'on fait déjà, aimer l'humain. Et moi, c'est sur l'humain. Je tape sur l'humain. Je ne veux pas voir, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas voir la souffrance des gens. Et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs au syndicalisme. Alors j'ai été un peu surprise quand j'ai été élue au Conseil citoyen, parce que c'est une élection, comme toute élection. Il y a un président, un vice-président, un trésorier. Et on réalise ce que c'est lorsqu'on a la première réunion avec les autorités. On se dit, waouh! Quand on est en face des autorités, il faut savoir de quoi on parle. Mais vous aviez cette expérience syndicale. On va parler rapidement de la relation de proximité que vous avez nourrie avec Aimé Césaire, puisque vous avez intégré la mairie de Fort-de-France en 1975 en tant qu'agent de cantine, on l'a dit. Quel souvenir vous gardez de votre première rencontre avec le maire de Fort-de-France de l'époque? C'était dans le cadre syndical. Dans le cadre syndical avec les crèches. Les agents de cantine. Et je me rappelle toujours, un jour, il m'a dit mais je ne comprends pas, mais quelle mousse vous a piqué? Alors je lui ai dit, mais c'est une fin de nous recevoir, monsieur le maire. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en nombre. Donc j'espère, avec le docteur Aliker, j'espère qu'aujourd'hui, notre revendication, elle aboutira. Et puis, chaque matin, je devais passer le saluer. Pour moi, c'était non seulement un patron, mais c'était... puisque je l'appelle grand-père, d'ailleurs. Quels souvenirs et quels enseignements vous gardez de lui? C'était un homme très ouvert. C'était un homme... Il était humain, Aimé Césaire. Il était ferme. Parce que, oui, il se faisait entendre, il se faisait respecter. Mais ce n'était pas le patron très rude pour qui, par contre, si on n'avait pas rendez-vous avec lui, il ne fallait pas venir et puis s'imposer. Mais on a reçu un journaliste canadien, on a reçu Akio, et c'est toujours avec un énorme plaisir. Il m'a dédicacé d'ailleurs une de ses photos, et c'est de très très bons souvenirs. Rosette Jean-Louis, nous allons marquer une dernière coupure avant de revenir pour parler de votre combat actuel, votre quartier Sainte-Thérèse. À tout de suite.
De retour sur le plateau de votre émission Angle de vue pour la 3e et dernière partie avec Rosette Jean-Louis. Nous allons maintenant parler du berceau de votre identité, le quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Quand nous avons pensé cette émission, nous voulions vraiment nous détacher de l'actualité. Malheureusement, ces jours-ci, cette dernière nous a rattrapés à travers ce quartier justement qui vous a vu naître. Vous y avez été à l'école, travaillé, eu vos enfants, vous y passez une retraite active. Comment vous qualifiez cet amour pour ce quartier, faut y aller? Qu'est-ce qui vous tient à lui? J'ai appris à aimer ce quartier parce que quand j'étais petite fille, ma grand-mère nous emmenait, il y avait les lavandières, on allait à la glacière où c'est à ce moment qu'elle profitait pour nous faire des petites leçons de morale sur la vie. Il y avait les fêtes de quartier, il y avait l'association, il y avait l'Esprit solidaire et il y avait la Société L'Espoir. Où, quand il y avait les fêtes de quartier, justement, il y avait la fanfare. Et moi, j'ai appris à danser la biguine et la mazurka sur les pieds des aînés, parce qu'on se retrouvait après, il y avait le vin d'honneur. Quand il y avait la Noël, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la ribote, où nos grands-parents nous emmenaient de porte en porte. Et c'était magnifique, chaque personne portait quelque chose. Quand il y avait la Toussaint, alors là, je me rappelle très bien de la Toussaint, nous, les enfants, on adorait aller dans le cimetière pour envoyer ce qu'on appelle aujourd'hui caca-bougie sur les personnes qui illuminaient dans le cimetière. C'est très lié finalement à votre nostalgie d'enfant. Vous avez craint peut-être aussi, plus âgé, une fois adulte, de partir de ce quartier, peut-être aussi de laisser un peu derrière vous ces souvenirs? Non, je suis partie, puisque après ça, je suis allée, j'habitais un autre quartier, j'habitais Longelier-Bellevue, et je suis revenue dans mon quartier. Ça ne se décrit pas, en fait, cet amour. C'est-à-dire que quand on a eu une enfance depuis petit dans un quartier, on a vécu de très belles choses. On n'a pas envie de le laisser. Mais là, en ce moment, je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête il y a 2 jours, je me suis dit, bon, je vais partir de ce quartier-là, j'en ai marre. Alors, avant que vous décidiez ou pas d'en partir, on l'a dit, vous êtes présidente du Conseil citoyen de Sainte-Thérèse depuis 2018. Vous avez expliqué le rôle du Conseil citoyen et le fait que vous étiez rattachée notamment à l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous donne les moyens de tenir ce rôle? Est-ce que vous pouvez vraiment être un contre-pouvoir en place? On peut être un contre-pouvoir dans sa manière de faire, dans sa gestion. Mais les moyens, bon, c'est le lot de chaque association, de toutes les associations. On est accompagné, bon, on a quoi? On a un fonds de roulement pour les citoyens et puis un fonds pour, franchement, les trucs urgents. Mais on n'a pas vraiment de... et c'est ce que je déplore, les associations qui se battent au quotidien devraient avoir quand même un budget assez conséquent pour exercer leurs fonctions. Bon, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, on a beaucoup de bénévoles. Hein. Il faut savoir que dans les associations, c'est que des bénévoles qui viennent parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils se retrouvent dans certaines valeurs. Mais on le fait vraiment, on le fait avec le cœur, quoi. Quelles sont vos ambitions pour votre quartier? Que mon quartier retrouve sa quiétude, son embellissement, sa joie de vivre, des infrastructures nouvelles qui permettent aux citoyens de s'épanouir. Il faut savoir que le quartier Sainte-Thérèse est un quartier vieillissant. Donc, on aimerait retrouver ce havre de paix que nous avions connu avec le Pit Fort qu'on a connu. On a connu chez Baby, on a connu Disquaire. Il y avait plein de belles pâtisseries. Il y avait une boucherie. Il y avait des magasins, il y avait des pacotilleuses, on avait une pizzeria, on avait un bijoutier. Sainte-Thérèse, c'était un quartier dans la ville. On avait de tout. Aujourd'hui, c'est un quartier qui a on avait des cinémas, le cinéma Parnasse. Il a quand même changé de visage avec le tracé du TCSP. Oui, le tracé du TCSP a un petit peu coupé Sainte-Thérèse en deux, parce qu'il y a Sainte-Thérèse d'en haut et Sainte-Thérèse d'en bas.
Sans compter aussi, Sainte-Thérèse est malheureusement vraiment revenue sous les feux des projecteurs encore ces derniers jours, avec les barrages érigés, différents actes de vandalisme, sachant que déjà avant ça, vous dénoncez aussi les accidents de la route excessivement récurrents. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez le premier magistrat de la ville expliquer que Sainte-Thérèse est régulièrement le théâtre de violences parce que l'avenue est large et qu'elle est un point d'entrée pour le centre-ville? Le premier magistrat, il est libre de ses propos. Mais moi qui suis au culte dans Bishop et qui, avec le Conseil citoyen, on a des réunions qui s'appellent DGPO, Groupe Partenariat Opérationnel. Dans ces réunions, il y a la ville, il y a le Conseil citoyen et des fois, le délégué du préfet et le major de police qui s'occupe de tout ce qui est tranquillité du quartier. Nous ne cessons de répéter qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ces rodéos, à se laisser aller, à ces nuisances sonores. Mais on prêche dans le désert, quoi. Alors, on rejette tout sur l'État. Sauf que les municipalités ont une partie qui leur revient. Les voiries, l'environnement, les nuisances sonores. Donc aujourd'hui, et je le dis, je prends mes responsabilités, aujourd'hui, on se sent un peu délaissé. Pas un peu, on est délaissé. Abandonné? Abandonné, oui. Je n'ai pas peur de le dire parce que quand je vois comment se fait-il qu'aujourd'hui, après des journées, des jours d'émeutes, qu'un quartier soit aussi sale, soit aussi dégueulasse. Moi, j'ai l'impression d'être à Gaza. Et je suis désolée. Il va falloir que l'on accepte les vérités, d'accord, et puis que l'on se mette à faire ce qu'il faut. On ne pourra pas continuer à Sainte-Thérèse à subir ce genre de trucs. Mais quelle vérité, Rosette Jean-Louis? Parce que justement, votre présence dans les médias, ce qu'on peut qualifier aussi de grande gueule, vous ont créé des ennemis. Aujourd'hui, en quoi vos actions pour le quartier, en fait, font que vous faites l'objet de menaces? Qui vous en veut et pourquoi? Écoutez, à partir du moment où vous dites les choses, où vous dénoncez un certain dysfonctionnement, automatiquement, il va falloir faire fermer sa gueule à cette femme. Écoutez, le 17 novembre, j'ouvre ma porte, je trouve une ogive 9 mm sous mon banc. Un membre de mon conseil citoyen reçoit un cocktail Molotov. Ça veut dire quoi? C'est clair et net qu'on dérange. Alors, à qui ça profite? Je ne sais pas. J'ai peut-être une idée que je ne dirai pas parce que je suis pas... j'ai porté plainte et que j'attends les résultats. 17 novembre ou 17 septembre? Novembre de l'année dernière. D'accord. Donc, moi, je me dis que... on essaye d'améliorer le sort des citoyens parce qu'on ne veut pas que Sainte-Thérèse devienne un cartel. Ça gêne, ça dérange. On va couper la tête de celle-là parce qu'elle nous emmerde. Et voilà le résultat aujourd'hui. On ne cesse de dire « sécurisons Sainte-Thérèse ». Précisément, vous êtes la plus médiatique des habitants de Sainte-Thérèse, Rosette Jean-Louis, et vous avez depuis quelque temps un voisin qui est lui aussi sous le feu des projecteurs, résident de Canal-à-la-Rigue. Je veux parler de Rodrigue Petitot, dit le R. Quels sont vos échanges avec lui? Et plus globalement, est-ce que vous soutenez le combat du RPRAC? Bon, je vais être claire et nette. Je n'ai pas d'échange avec lui. Et je pense pas. Il habite bien Canal-à-la-Rigue. Oui, il habite Canal-à-la-Rigue. Moi, je dis, le combat, il est noble. C'est une cause juste. Mais quand je vois ce qui se passe là, moi, il est discrédité. Ça, c'est clair, c'est net. Donc aujourd'hui, il est à la tête d'un combat. Tant mieux pour lui. Je ne me reconnais pas dans certaines méthodes, et je le dis. Moi, tout le mal que je souhaite, c'est que cette lutte puisse aboutir. Mais aujourd'hui, je ne compatis pas à ce genre d'exaction que je vois dans mon quartier. Le dialogue est rompu. Alors, vous l'avez dit, vous ne discutez pas avec M. Petitot, mais est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est rompu entre deux types de populations habitant du même quartier à Sainte-Thérèse? Ou est-ce que oui, c'est-à-dire que vous avez... Alors, la jeune génération, une partie de la jeune génération qui habite Sainte-Thérèse,
elle va approuver en fait ce qui se passe là parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc le seul moyen de se faire entendre, c'est en cassant, en brisant. Moi, je ne partage pas ça. Vous avez aussi une tranche de grandes personnes qui se retrouvent pas dans les exactions, hein, qui se retrouvent dans ce combat-là. Mais faudrait-il aussi qu'il soit mieux maîtrisé, d'accord? Mieux maîtrisé, mieux encadré. Et moi, c'est un combat que en 2009, j'étais dans la rue du premier jour jusqu'à la signature du protocole d'accord. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas en 2009, on est en 2024. Les choses n'ont pas très bougé parce que derrière, on a des politiques que l'on ne voit pas. C'est un combat que vous avez envie de continuer à mener, Rosette Jean-Louis, ou aujourd'hui je le continuerai jusqu'à ce que je sois en vie et jusqu'à ce que la population, en fait, se reconnaisse un petit peu. Mais elle ne se manifeste pas. J'ai lancé un appel pour tous ceux qui sont désireux de dire stop à cette violence, qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse se manifester. Bon, c'est vrai que les gens, je les entends sur les répondeurs des médias, mais les gens vous disent, moi, je suis résignée, je suis dépitée, à rien peut changer, donc bon, nous qu'apprenons comme ça. Et moi, le nous qu'apprenons comme ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Si j'avais cette possibilité de faire plus, je ferais. Il y a des mesures radicales que je prendrais. Parce que, alors, je tiens à dire aussi que j'entends beaucoup de donneurs de leçons depuis ça. Il y a qu'à, il faut, je ne veux pas, il faudrait. Il faudrait aussi qu'on les voit là. Pas derrière leur écran, leur téléphone ou leur théâtre politique à l'Assemblée nationale. Moi, je dis qu'on est dans la vraie vie aujourd'hui. On est dans la vraie vie et quand on est dans la vraie vie, on pose des actes et on fait les choses. C'est bien beau derrière son téléphone, j'en vois, les grands donneurs de leçons qui ne savent même pas ce que c'est qu'un quartier populaire. Presse, oui, un quartier populaire qui ne vient même pas à la rencontre des associations. Pas forcément du Conseil citoyen. Nous, on n'a pas... On n'est pas en manque de notoriété parce que malgré nous, on est dedans. Mais quand tout va bien, quand tout va bien, venez voir comment fonctionne une association. Ce que fait, parce qu'on a des associations de pétanque, de boxe, qui font de l'intergénérationnalité, qui développent des jardins partagés, qui font de la culture. Venez nous voir. Non, quand Sainte-Thérèse brûle, alors là, on a tout le monde. Moi, j'aurais bien aimé entendre encore, parce que même quand ça brûle... J'aurais bien aimé entendre le président de l'association des maires. Il a quand même un collègue maire qui subit. Eh bien, on n'entend personne. C'est-à-dire que c'est le problème de celui-là, ce n'est pas le mien. Sauf qu'aujourd'hui, cette violence, elle s'exporte. Oui. Elle est dans les communes. Donc, que faisons-nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on continuera jusqu'à ce que, j'espère qu'on ne va pas me museler en sortant des studios. Rosette, je vous propose qu'on détende un petit peu l'atmosphère. On sait que vous êtes une passionnée de théâtre et aussi de chant, et que vous êtes une spécialiste des chants de grève. Alors, on a envie d'entendre un petit chant de grève que vous entonniez à l'époque. Pour conclure. Alors, j'ai un petit chant de grève que j'avais fait pour le 1er mai. Parce que le 1er mai, c'est le jour où tous les syndicats se retrouvent dans la rue. Et j'avais fait, j'espère me souvenir, un petit chant de grève où je disais « Les 1er mai à qu'arriver, tout le monde dans la ria m'en maïla, passez jour syndicat dans la ria, pour revendiquer doyau. Pas ni passer l'en main, messieurs, si nous la jodi, c'est pour y mettre pendils au talent, pour autres respecter les travailleurs. Et puis, bayo l'argent yo, pas ni passer l'en main.
Merci. C'est vraiment sur cette note de grâce que l'on va malheureusement déjà se quitter. Rosette Jean-Louis, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous un pan de l'histoire foyalaise et martiniquaise plus largement. Merci, mes chers consoeurs, pour la coprésentation de cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 3e émission Angle de vue. Une émission à retrouver sur les ondes, bien sûr, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.mq, rci.fm et franceantilles.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait.